Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion. Ben voilà, Sona, on est dans Human, et alors aujourd'hui, on est à Yerevan. En Arménie, la capitale de l'Arménie, Yerevan, nous nous trouvons face au bâtiment de l'UGAB qui se situe entre la place de la République et le vernissage, le marché artisanal de Yerevan, bien évidemment. Et donc, on va rentrer dans l'UGAB alors, parce qu'on a rendez-vous, je crois, avec la directrice de cette Union générale arménienne de bienfaisance, c'est ça ? De bienfaisance, exactement. L'UGAB, comment on dit en arménien ? Bonne question. Tu sais pas ? Non, je ne sais pas. On le dit en anglais, AGBU. Talar Kazanjian, bonjour. Bonjour. Voilà, merci Talar Kazanjian de nous recevoir au siège de l'UGAB. Qu'est-ce que c'est l'UGAB ? En fait, l'UGAB, c'est l'Union générale arménienne de bienfaisance, une ONG mondiale plutôt. Notre quartier général est à New York depuis 60 ans, en fait, même un peu plus. Et avant ça, c'était à Paris. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et avant ça, c'était au Caire, parce que l'UGAB est une organisation qui a été fondée en 1906. Qu'est-ce que ça veut dire, UGAB ? Union générale arménienne de bienfaisance. Ça veut dire que ça regroupe, si je comprends bien, l'ensemble de la diaspora, comme l'on dit, des Arméniens qui ne vivent pas en Arménie ? Oui, on peut dire ça en fait parce que c'est une organisation qui a été fondée dans la diaspora. On a bien sûr eu une présence en Arménie, même pendant l'Union soviétique. Et l'UGAB en fait se distinguait par cette singularité parce qu'elle avait une présence dans les années 30, mais après les purges staliniennes et tout ça, on n'a plus eu de présence jusqu'aux années 80 avec le tremblement de terre. Et depuis l'indépendance, l'UGAB a été toujours en Arménie. Donc maintenant, on essaye de dire qu'on est une organisation globale et transnationale en fait, et on représente et la diaspora et l'Arménie. Ah oui, vous estimez que vous avez aussi une fonction de représentation officielle de l'Arménie à l'extérieur de l'Arménie ? Le mot officiel peut être un peu difficile à concrétiser parce que nous sommes une ONG et donc on travaille avec le peuple directement en Arménie. Donc on a plusieurs projets par lesquels on est en contact direct avec le peuple ici. On leur donne l'opportunité et la chance de se connecter avec les Arméniens de la diaspora et avec les réseaux des Arméniens de la diaspora, donc pas seulement des Arméniens. Du coup, question directe, est-ce que, comme toute ONG qui se respecte, en tous les cas dans l'idée des French Doctors des années 70, est-ce que vous avez une certaine indépendance, j'allais dire politique, entre guillemets, à l'égard précisément des gouvernements successifs de l'Arménie ? Oui, tout à fait. Une très bonne question, en fait. L'UGAB est considéré comme apolitique, donc on n'est pas un parti politique, on ne représente pas une idéologie politique. On est pour le peuple arménien partout où il est et dans toutes les conditions. Et quand il a besoin d'une aide, l'UGAB est toujours là. Pour vous donner un exemple, en fait, l'UGAB est le fondateur de l'UGAB, Boros Noubar Pacha, qui était en fait un grand francophone aussi dans les années 20. Il a en fait représenté les Arméniens pendant le congrès de Versailles. Et l'Arménie, où les Arméniens avaient deux délégations qui les représentaient. Une était formée et était allée à Paris de la part du gouvernement d'Arménie pendant ces jours, la première indépendance de l'Arménie. Et la seconde délégation, c'était la délégation par Boros Noubar Pacha, en fait. Donc, et après, par exemple, pendant les années 30 aussi, comme je disais, l'UGAB était la seule organisation de la diaspora qui avait une présence dans l'Union soviétique. Et ça, on prend ça comme une responsabilité, en fait, parce que c'est très important pour nous de garder notre indépendance par rapport à tous les gouvernements et à toutes les autorités. Et alors, ce qui est très intéressant aussi dans ce que vous dites, c'est qu'on voit aussi le lien qu'il peut y avoir entre, d'une part, les organisations non gouvernementales
et puis les États, par exemple, vous disiez que vous avez, enfin que l'UGAB, l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, cette représentation de la diaspora arménienne, a participé au congrès de Versailles, c'est-à-dire à la suite de la Première Guerre mondiale, cette reconstruction du monde, en tous les cas de l'Europe, entre les vainqueurs, en quelque sorte, de la Première Guerre mondiale. Oui, tout à fait, en fait, parce que si vous vous rappelez, il y avait déjà des pourparlers, en fait, il y avait le traité de Versailles qui était en train de se former, donc il y avait beaucoup de négociations et de discussions sur l'avenir de toute cette région. Et les Arméniens, de par leur présence, pas seulement en Turquie, mais aussi dans le Levant, en fait, ils avaient une représentation très importante et on devait leur prendre en compte. Voilà, bah écoutez, nous voilà avec un démarrage en trombe, Madame Kazandjian, un démarrage historique en quelque sorte qui pose l'UGAB, j'allais dire, à la hauteur pratiquement de la Croix-Rouge internationale, de la CRCI, c'est-à-dire ces organismes qui sont à la fois des organisations non gouvernementales, c'est-à-dire issues de la société civile, mais en même temps qui ont quelque part, j'allais dire, une fonction publique, entre guillemets, bien qu'elle ne soit pas totalement officielle. Voilà, on est entre l'organisation internationale et puis type ONU ou type communauté européenne et l'organisation non gouvernementale. Donc merci de nous accueillir, merci beaucoup de nous accueillir ici à 2 pas de la place de la République à Yerevan, capitale de l'Arménie. C'est une émission que nous co-animons, bien sûr, avec Sona Pogossian, qui va nous dire bonjour sûrement. Bonjour Alain, bonjour Talar et bonjour Asmik Nicolian de la fondation CASA, pardon Astrik et non Asmik. Comment vous allez aujourd'hui Astrik ? Merci beaucoup, merci pour l'invitation, je vais très bien. Ici c'est très agréable à Edubiu. Donc Gyumri c'est une ville, voilà. Ah oui, ça c'est pas gentil pour Erevan, hein ? Peut-être. Et donc, à Gyumri, il y a un projet des familles parrainées. Quel projet est-ce ? Après le tremblement de terre, il y a beaucoup de familles qui sont restées sans abri, qui sont restées dans une situation précaire. Et nous avons créé, le CASA a commencé à réaliser un projet humanitaire. Mais ce projet se diffère des autres projets humanitaires parce que si on choisit une famille à aider, le but, c'est de le rendre autonome, que dans quelques années de collaboration, cette famille puisse gagner sa vie toute seule. C'est-à-dire, l'aide n'est pas seulement humanitaire et matérielle, l'aide est psychologique. Par exemple, s'il y a une aide de psychologue, donner cette possibilité. L'aide peut être donnée la possibilité d'avoir une formation professionnelle. Et dans un moment, cette famille doit être autonome et résoudre tous ses problèmes sans l'aide de CASA. Alors moi, je me permets juste de faire une petite parenthèse pour nos auditeurs pour expliquer où se situe l'Arménie. L'Arménie, c'est dans la région du Caucase. Au nord, nous avons la Géorgie, l'Azerbaïdjan à l'est, l'Iran au sud et la Turquie à l'ouest. Il y a moins de 3 millions... Et alors, si tu me permets de t'interrompre, oui. Sona, est-ce que, par exemple, avec la Turquie, la frontière est ouverte ? Parce qu'à Erevan, où nous sommes à 2 pas, en quelque sorte, de la Turquie, à quelques dizaines de kilomètres. Hein ? Alors, les Arméniens... Est-ce que la frontière est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée ? Elle est fermée. Il est vrai que nous pouvons aller travailler. J'ai des amis qui travaillent à Istanbul, mais c'est très compliqué. Avec l'Azerbaïdjan également. Le seul accès le plus sécurisé et simple est la Géorgie. Il y a aujourd'hui... Donc on a quelque part affaire un peu à un pays enclavé. Tout à fait. Et partiellement enclavé. Tout à fait. Et cela a été le cas pendant plusieurs générations. C'est pour cela, aujourd'hui, il y a moins de 3 millions d'Arméniens en Arménie et plus de 11 millions à l'extérieur de l'Arménie. Et moi, j'ai une question assez personnelle. Comment les Arméniens d'Arménie perçoivent l'humanitaire ici, Madame Talar Kazadjian ?
c'est une très bonne question en fait. L'humanitaire, je pense que les Arméniens de l'Arménie ont commencé à voir et être en contact avec l'humanitaire ou l'aide humanitaire après le tremblement de terre en Arménie en 1988. Et bien sûr pendant les années de guerre et les premières années de l'indépendance, parce qu'il y a eu beaucoup d'aide humanitaire de l'extérieur par des organisations de la diaspora et pas seulement. Par exemple, vous venez de mentionner la Croix-Rouge et les Médecins sans frontières. Ils ont fait beaucoup de travail en Arménie, tout spécialement pendant ces années vraiment très difficiles. Et donc, l'aide humanitaire a été très importante pour les Arméniens de l'Arménie pendant une période très difficile dans leur histoire. Mais je pense qu'il est... Qui était cette période du tremblement de terre. Tout à fait. La période tremblement de terre. Après 2 ans, il y a eu la guerre avec l'Azerbaïdjan. Et juste après, il y a eu l'indépendance et le blocus économique de la Turquie, le blocus politique. Et c'est pour ça que vous avez mentionné le mot enclavé. C'est tout à fait vrai. L'Arménie est un pays enclavé, on peut le dire aujourd'hui. Mais pour retourner à l'aide humanitaire, je pense que c'est très important, après 27 ou 28 ans d'indépendance, l'Arménie et le peuple arménien commencent à voir qu'il n'est pas seulement suffisant d'avoir de l'aide humanitaire venir de l'extérieur. On doit vraiment avoir un pays qui est ouvert, économiquement développé, qui a son attrait pour les investissements et commencer à vraiment développer le pays dans ce sens. L'aide humanitaire est très importante quand il y a des catastrophes, par exemple, comme on a eu, ou des périodes difficiles dans l'histoire des peuples. Mais il faut... we have to move forward, comme on dit. On doit aller de l'avant. Alors, comment l'humanitaire réagit aujourd'hui dans une période post-révolutionnaire où finalement le peuple a pris les commandes? Peut-être Astrid. Je voudrais d'abord dire que oui, humanitaire. Mais les Arméniens, en général, c'est très répandu dans le monde que quand un pays quand il connaît cette aide humanitaire, il commence à s'habituer à cela. C'est pourquoi il faut que les gens s'avancent et cette aide humanitaire se transforme en aide de développement. C'est-à-dire, il faut donner. Vous savez, le slogan de Casa, c'est pas donner. Slogan. Le slogan de Casa. De Casa, de votre organisation, oui. C'est pas de donner du poisson, mais de l'apprendre à pêcher. D'apprendre à pêcher. C'est-à-dire, il faut aider les gens à faire quelque chose pour son pays. C'est très chinois, ça. C'est Mao Tse-tung, je crois, qui disait ça. Hein. Ouais. Comment dites-vous, Madame la directrice? Avec une définition perverse avec Mao Tse-tung, oui. Peut-être. Vous avez un grand estime vers Mao Tse-tung, je vois, non? Vous voyez, alors ça c'est très intéressant. C'est quand celui qui est interviewé se met à poser des questions à l'intervieweur. Alors voilà, on renverse les rôles. Il faut que je réponde sur Mao Tse-tung alors. Voilà, pardon, alors, on vous a interrompu. Le but principal, c'est d'aider les Arméniens de développer leur pays, de ne pas quitter le pays. C'est pourquoi il faut donner différentes possibilités et surtout Casa met l'accent sur l'éducation. Et c'est l'éducation non formelle. Voilà. Alors écoutez, on a fait un démarrage assez rapide, on a dit déjà pas mal de choses et on va faire une petite pause. Peut-être que le cas de Casa ferait que on écouterait Komitas, ce prêtre et ce troubadour dont vous parliez à l'instant.
Voilà, c'était Komitas. C'était Komitas. Et vous disiez, Astrid, qu'il est mort fou. On dit comme ça qu'il est devenu fou. Mais on le dit, est-ce que ça correspond à la réalité historique ou pas? Oui. Oui. Le trauma de ce génocide lui a pris la vie. Parler peut-être de ce traumatisme et de ce génocide, ça n'est pas facile. Bien sûr, ce n'est pas facile. C'est une période vraiment très très difficile pour l'Arménie. Mais maintenant, je veux parler du côté positif de l'Arménie, de faire un passage parce que maintenant, c'est une période que l'Arménie fait un pas en avant, un pas démocratique. Et vraiment, je peux marquer, et surtout à Gyumri, là où la vie est beaucoup plus difficile que dans la capitale, il y a un brin de l'espoir. Les gens croient à un avenir plus brillant. Vous voulez dire que là, mais peut-être que je laisse Sona intervenir, vous sembliez faire référence à la récente révolution pacifique qui a existé au printemps dernier. Sona, peut-être? Oui, alors Asmik, votre fondation se trouve à Gyumri, qui était la deuxième ville la plus importante de l'Arménie et qui l'est aujourd'hui encore et est en voie de développement. Est-ce que vous pensez que la révolution et le retour des Arméniens en Arménie fait qu'il y a une nouvelle possibilité pour le pays et donc aussi une nouvelle manière d'aider en dehors des organisations humanitaires? Et si oui, comment? C'est une très bonne question. En fait, la révolution, c'était le printemps passé, en 2018. Et c'était quelque chose dont les Arméniens ne croyaient pas tout à fait. Et c'était quelque chose fait par des jeunes. Nos parents, ceux qui sont les porteurs, ce sont ceux qui continuent l'Union soviétique, ne croyaient pas à cela. Et c'était surtout avec les gens et par les gens qui ça s'était fait. Et je voudrais dire aussi que CASA aussi est une fondation apolitique et on n'a jamais interrogé à ces tentations de nos jeunes parce que nous travaillons avec beaucoup de jeunes. Nous réalisons un projet de citoyenneté active et nous n'avons jamais interrogé nos jeunes. C'est à eux de décider, participer ou non à ces manifestations. Mais comme Astrid, pas comme quelqu'un qui représentait CASA, j'étais toujours avec nos jeunes. Parce que si on donne cette éducation civique, il faut être avec les gens et il faut voir comment ils font ça. Où est la limite, là, entre parce qu'elle est probablement subtile, elle est délicate, cette limite entre l'indépendance que l'on a à l'égard de la politique, et vous dites toutes les deux, nous ne sommes pas, et vous revendiquez de ne pas être un mouvement politique, en même temps, il y a des mouvements politiques qui vous plaisent plus que d'autres, j'imagine. C'est-à-dire que si un tyran s'était installé à la place du Premier ministre actuel en Arménie, sans doute continueriez-vous d'être apolitique, mais peut-être cet homme-là et son pouvoir vous paraîtraient moins sympathiques. Comment se fait cette limite? Vous voyez ce que je veux dire entre les deux? C'est difficile, c'est délicat. C'est une question que je pose à Talar. Tout à fait, c'est très délicat et c'est très subtil en fait, parce qu'on doit toujours faire la balance. Je vous donne un exemple. Quand on parle des directions ou les piliers de l'UGAP, on a 4 en fait. C'est l'éducation, la culture, l'aide humanitaire et le développement socio-économique en Arménie. Avant quelques années, l'UGAB a commencé une interrogation interne. On a fait une réflexion interne comme organisation, comme quoi, c'est quoi être arménien? C'est quoi l'identité arménienne du XXIe siècle? Comment on doit, comme organisation, répondre aux besoins du peuple arménien qui est aujourd'hui une nation globale dans le monde entier. Et tout particulièrement, c'est quoi notre vision pour l'Arménie? Vous dites une nation, c'est-à-dire que pour vous, la nation arménienne, c'est à la fois les 2 ou 3 millions d'Arméniens qui sont en Arménie même, mais aussi les 10 millions ou plus qui sont à l'extérieur. Et tout cela forme une nation.
Tout à fait. L'UGAB, on a, juste pour vous donner un exemple, on a 74 représentations dans 74 villes, en fait. On est dans 43 pays. Et en même temps, les Arméniens qui sont à l'extérieur de la diaspora votent? Non, c'est une ONG, on ne vote pas. La représentation et le vote et les élections se passent par l'État. On ne représente pas l'État. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que les Arméniens de la diaspora peuvent aller à l'ambassade locale pour voter pour les élections internes en Arménie? Je pense que ça a été le cas avant, mais avec la nouvelle constitution, la donne a été changée. Alors, pour pouvoir voter dans les élections arméniennes, Sona, il faut avoir vécu au moins 4 mois en Arménie. Voilà. Il faut être resté 4 mois successifs, résider en Arménie, et là, tu peux voter. Tout à fait. En Arménie ou en France ou aux États-Unis, là où tu es. En Arménie. Que en Arménie. D'accord. Est-ce qu'il est prévu éventuellement par le nouveau pouvoir de pouvoir élargir? C'est un problème difficile en même temps, évidemment. Tout à fait. Avec le nouveau gouvernement, il y a une nouvelle politique diasporique. Ce qui est très important parce qu'on prend en considération qu'une grande part du PIB du pays et de la nation globale, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, et de la diaspora. Et puis en même temps, on imagine les problèmes politiques que ça peut poser, parce qu'évidemment, l'arménien d'Arménie ne fonctionne pas nécessairement comme un arménien de la diaspora, qu'il soit américain, allemand, français, espagnol, enfin du monde entier, puisque les Arméniens, les grandes colonies arméniennes de la diaspora, c'est où surtout ? C'est aux États-Unis aujourd'hui, en France, au Moyen-Orient, de moins en moins malheureusement, et aussi en Russie. Alors moi j'ai une autre question, je me permets de pousser l'aide humanitaire un peu plus loin. On parle souvent d'aider les gens du pays, mais dans le cas de l'Arménie, où il y a une grande majorité du peuple qui est en dehors des frontières arméniennes, je pense qu'il y a des moments où certaines personnes se retrouvent dans une crise identitaire. Est-ce que les gens, le peuple d'Arménie, vivant en Arménie, aide via, par exemple, l'UGAB ou CASA, les Arméniens de Suisse, de France, à pouvoir se reconstruire en dehors du pays. Talar, s'il vous plaît. Oui, en fait, Sona, comme je disais, la réflexion interne qu'on a eue à l'UGAB a fait en sorte qu'on a vraiment compris l'importance de l'Arménie pour l'identité arménienne des Arméniens de la diaspora aussi. Donc, comme on dit que c'est une nation globale, cette nation globale doit avoir un pied-à-terre qui est développé, a une vision moderne d'elle-même et aussi donne de l'espoir. Donc, c'est très important pour nous d'avoir une Arménie qui est prospère. Et donc, on fait beaucoup de choses pour aider ici l'Arménie pour avoir une prospérité, les jeunes de l'Arménie pour avoir toutes les opportunités qu'ils ont besoin. Et c'est par ce biais qu'on essaie aussi de connecter les Arméniens de la diaspora vers l'Arménie. Si vous êtes par exemple un Arménien dans la diaspora et si vous voyez que l'Arménie est un pays autoritaire qui ne s'avance pas, qui n'a pas une vision moderne de sa propre identité dans le monde du XXIe siècle, est-ce que vous serez fier d'être arménien? Bien sûr que non. Et nous, on comprend ça. Donc, c'est très important pour nous de faire tout notre possible, d'avoir une Arménie prospère pour pouvoir connecter les Arméniens de la diaspora avec l'Arménie. Mais du coup, concrètement, là, je me tourne vers peut-être Astrid. Est-ce que vous avez des actions en Suisse? Et non pas seulement Suisse vers l'Arménie, mais l'Arménie vers la Suisse. Je vais d'abord dire qu'en Suisse, nous sommes enregistrés comme association. Et en Suisse, c'est nos conseils d'administration qui se trouvent là-bas. Et notre lien est très, comment je peux dire... Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre association en Suisse et association en Arménie? Fondation ou... C'est fondation en Arménie, non gouvernementale. Et là, nos fonds sont de Suisse. C'est là qu'on
essaie de trouver des fonds. Mais notre but principal est trouver l'autonomie financière, c'est-à-dire pouvoir générer de l'argent en Arménie. Et pour cela, comme nous avons un grand centre à Gyumri, nous avons partagé, on peut dire comme ça, le centre en 2 parties. L'une partie, c'est là où on travaille, on réalise nos projets. L'autre partie, on a créé un centre d'accueil. Centre d'accueil, c'est-à-dire nous avons des chambres d'hôtes, nous avons des salles de conférence et tout l'argent est généré par ce centre d'accueil et orienté vers nos projets de développement. C'est-à-dire c'est un type d'entrepreneuriat social. Entrepreneuriat social. C'est-à-dire que votre financement part de Suisse, oui. Il part de cette organisation non gouvernementale qui s'appelle CASA et qui est représentée par une fondation helvétique qui a son siège où, à Lausanne? Oui. À Genève? À Lausanne? Lausanne. À Lausanne, donc en Suisse francophone. Oui. Hein. D'ailleurs, bravo à toutes, mesdames, pour la qualité de votre français. On abordera ensuite les questions de francophonie parce que c'est intéressant. Et on a eu la semaine, vous avez eu ici à Erevan, la semaine, je crois, de la francophonie il y a quelques mois. Donc, le financement, je reprends le fil de votre discours et du mien, le financement arrive de Suisse à travers une fondation helvétique, association, et cet argent... pour les projets de développement. Oui. Mais comme nous avons... Mais cet argent, il est collecté comment? Tiens, voilà. Des Suisses, des Arméniens, ceux qui voudraient faire quelque chose pour le développement de l'Arménie. Mais c'est quoi? C'est des Arméniens suisses qui payent là-bas? Oui. Et les Arméniens et les Suisses. Et est-ce qu'un Suisse non-arménien peut cotiser oui, aussi? Oui, bien bon, sûr. Voilà. Comme l'accent est mis sur les projets de développement, oui. tout le monde peut faire un investissement, mais là, notre but est de pouvoir générer cet argent en Arménie. Et pour cela, le centre d'accueil est créé et, comme j'ai dit, tout l'argent qui se génère par ce centre est vers et pour nos projets de développement et d'éducation. Et c'est là que vous passez d'une activité, par exemple, d'urgence au moment du tremblement de terre et d'une activité qui arrive de l'extérieur à une activité, vous disiez, d'entrepreneuriat social. C'est-à-dire la reconstruction du pays, le développement du pays en interne. Et ça, c'est une logique, évidemment, que vous décrivez toutes les deux, mais qu'on va retrouver, évidemment, dans tous les pays du monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'aide humanitaire soit là, plaquée comme quelque chose qui arrive de l'Occident, mais il faut que, voilà, on apprenne à pêcher. Oui, les besoins changent. Et les besoins changent avec le temps. Et avec ces changements, nous aussi, nous changeons nos projets. Les besoins aujourd'hui de l'Arménie, nous mettons c'est l'accent quoi? sur les projets de développement. Oui. Même oui. si on dit humanitaire, oui. L'axe, c'est le développement. Voilà, mais l'humanitaire, je crois, aujourd'hui, inclut, bien sûr, l'urgence, ça va de soi, tremblement de terre ou crise politique, etc., mais aussi la fonction de développement économique. Je crois que c'est vrai dans l'ensemble des pays. Alors, est-ce qu'on ferait une seconde pause, non pas publicitaire, on n'a pas de publicité, vous voyez... l'argent n'a pas d'odeur, mais voilà. Est-ce qu'on écouterait du duduk, par exemple? Un petit voyage avec un doudouk. Avec un doudouk. Alors Exactement. Le doudouk, Sona Pogossian, qu'est-ce que c'est le doudouk? C'est une sorte de flûte ouais. arménienne, mais à vrai dire, peut-être que je vais créer polémique. C'est un instrument qui a existé et été utilisé dans beaucoup d'autres nations durant l'Empire ottoman. C'est fait par, oui. et si je me trompe, par le bois d'abricot. Oui, tout à fait. Moi, je ne connais pas l'historique du doudouk, en fait, mais je pense que ça représente vraiment plusieurs nations et je ne pense pas qu'il y a une polémique là-dedans. Au contraire, je ne pense pas que c'est bien d'avoir des ghettos ou des stéréotypes comme quoi on a seulement des instruments qui sont seulement arméniens ou seulement turcs ou seulement azéris, parce que ce n'est pas vrai. C'est toute cette région, en fait, les peuples étaient vraiment... ils cohabitaient d'une façon un peu bien, un peu moins bien pendant des siècles, mais ça va. J'espère qu'on va retourner à la paix un de ces jours. Alors, allons voyager avec le doudouk en Arménie.
Voilà, nous voilà revenus à nouveau après ce petit voyage musical. La musique rapproche les peuples, hein, c'est ce que vous sembliez dire, Madame la directrice de l'UGAB de Yerevan, c'est ça? La musique nous rapproche les uns des autres, non, hein, mieux que les mots? Oui, vraiment, je crois en ça, en fait, parce que c'est vrai que la tragédie du génocide au début du XXe siècle qu'a eu le peuple arménien a changé un peu sa perspective vers sa place et sa position, tout particulièrement dans cette grande région, mais je pense qu'on doit revenir à l'image qu'on avait de nous-mêmes avant cette période tragique de notre histoire, parce que les Arméniens ont été toujours connus comme étant un peuple de réseau. C'est un peuple qui travaille et qui fonctionne comme un réseau. Et aujourd'hui, on voit ça aussi. Et l'UGAB, comme organisation, essaye on essaye de vraiment utiliser les sources de ce réseau-là. Et oui, effectivement, les Arméniens ont été toujours des connecteurs. Ils ont été traducteurs, scripts, marchands. Et ils ont connecté les Arméniens entre eux, mais différents peuples. Et alors, entre vous, entre associations, fondations, comment vous vous connectez, Astrid? En fait, nous sommes très ouvertes à la collaboration et comme aussi un établissement francophone, nous sommes toujours très ouverts et surtout avec le GAB. Vous travaillez régulièrement avec d'autres ONG Oui. Présentes sur le territoire arménien, Oui. par exemple lesquelles? Par exemple, nous collaborons avec Caritas, nous travaillons avec Areva Manouk Fondation, c'est une fondation d'aide psychosociale. Comment elle s'appelle? Areva Manouk, Oui. un enfant de soleil. Enfant du soleil. Ça vient d'où, ça? De quel pays? D'Arménie. C'est arménien? Oui. C'est une ONG arménienne. Oui. Et nous travaillons également avec l'UNHCR au commissariat des réfugiés des Nations Unies. D'accord. De Genève. Ici. Ah oui. En Arménie. Mais bien sûr, la représentation locale, la représentation d'Erevan. Ok. D'accord. Et vous aussi, bien sûr, madame la directrice de l'UGAB, vous devez travailler, mais alors avec tout le monde, vous travaillez avec le monde entier. Un peu, oui, mais tout particulièrement avec les ONG, on a un projet maintenant en partenariat avec l'Union européenne, par le biais duquel on travaille avec plus de 200 organisations de la société civile en Arménie. Donc, c'est des fondations, des ONG et tout ça, et même des groupes de jeunes en fait qui sont en train de se former tout récemment. Et notre but est en fait de leur donner de l'éducation, ça veut dire de leur expliquer un peu comment fonctionner mieux dans ce secteur de la société civile, comment garder leur indépendance, comment vraiment avoir des projets comment on dit ça, de l'entrepreneuriat social, et aussi comment se connecter avec le monde extérieur, par le biais de la diaspora, mais au-delà aussi. Voilà, donc les Arméniens, monde de réseau, disiez-vous, personne de réseau. Est-ce que le réseau de la francophonie vous paraît quelque chose d'important et comment est-ce que vous l'utilisez ? Tout à fait. Juste pour vous dire, pour la historique, les fondateurs de l'UGAB étaient tous des francophones. C'était le Caire des années 1900, du début du XXe siècle. Et vous savez, l'élite, en fait, en Égypte, pendant ces jours, c'était des francophones plutôt. Et bien sûr, parmi eux, il y avait beaucoup d'Arméniens. Et après la fondation de l'UGAB, bien sûr, le siège général de l'UGAB s'est transporté à Paris dans les années 20, peut-être fin des années 20. Vous avez peut-être entendu parler de la Maison d'Arménie à la cité universitaire à Paris, et donc c'est le fondateur de l'UGAB qui a fondé la Maison d'Arménie. Et en fait, c'était l'idée même des réseaux, parce qu'il voyait que c'est très important pour avoir des jeunes, pas seulement des Arméniens, pas regrouper seulement les jeunes Arméniens de la diaspora, mais aussi avoir des jeunes d'autres nationalités pour venir et se connecter là-bas sous un même toit. La francophonie, on est toujours très fiers de la francophonie, de notre héritage francophone.
ici, on travaille beaucoup avec l'université française en Arménie. On donne des bourses universitaires aux étudiants de l'UFAR, mais aussi, par exemple, l'année passée, on a participé à le sommet de la francophonie qui s'est déroulé à Yerevan en octobre 2018. On travaille aussi avec l'ambassade de France, Suisse, du Canada et tous les pays francophones. Voilà, donc vous parliez de l'université française en Arménie, l'UFA, c'est bien ça. Et je crois que vous avez un recteur de l'université française qui est en poste à Yerevan. Oui, il s'appelle professeur Jean-Marc Laveste. Voilà. Et alors, du point de vue de vos relations avec les organisations territoriales, par exemple françaises, je ne sais pas, je pense au hasard à la métropole de Lyon, est-ce que vous avez des relations privilégiées ? Oui, tout à fait. On a un partenariat avec une organisation qui s'appelle Fondation Bulukian, qui sont dans les arts, et on travaille avec eux. On a plusieurs projets dans le domaine de la culture. Voilà, Sona ? Eh bien, moi, je tiens à faire un petit point sur la francophonie et rappeler ou informer que ce lien avec la France, elle date du Moyen-Âge et on parle souvent de la diaspora post-génocide. Mais au Moyen-Âge, durant la royauté, il y avait des Arméniens qui travaillaient avec les Français. Et pour une petite anecdote, Rousseau, à la fin de sa carrière d'écrivain, s'est habillé en arménien pendant 1 à 2 ans. Alors qu'est-ce qui lui a pris au père Rousseau, à Jean-Jacques Rousseau, de On s'habiller en arménien comme ça ? On hésite, soit la mode, C'était pour faire soit la l'original, maladie. non ? Exactement. Tout le monde veut être arménien, là. Je peux répondre à cette question. En fait, si vous lisez un peu les ouvrages d'Emmanuel Kant, qui vivait un petit peu pendant la période avec Jean-Jacques Rousseau, il mentionne les Arméniens. Et il mentionne les Arméniens comme un exemple positif d'un réseau. Un peuple qui travaille en réseau, un peuple connecteur. Et je pense que pendant cette période, il y avait vraiment une mode qui disait que, par exemple, il y avait toute, vous savez, la philosophie des Lumières et tout ça. Et donc, c'était vraiment des philosophies qui connectaient les peuples entiers. Et peut-être que, je présume un peu ici, mais peut-être que ça a un peu une connexion avec la raison pourquoi des grands comme Jean-Jacques Rousseau auraient eu l'idée de s'habiller comme Arméniens. Alors, nous voilà partis dans la littérature française. Et puis me vient à l'esprit, évidemment, comment peut-on être persan ? Ah, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas d'origine persane. Astrid, vous vouliez dire quelque chose ? Concernant la francophonie, je voudrais dire qu'il y a plus de 20 ans que nous réalisons le projet de la francophonie et nous sommes accrédités à l'Organisation internationale de francophonie et nous avons également participé au sommet de la francophonie, mais avant aussi, nous avons réalisé des projets, c'était des tables rondes, des conférences, des experts français qui venaient en Arménie pour faire différentes rencontres. Mais il y avait un moment qu'on s'est dit, mais oui, il y a des francophones, mais il faut que la nouvelle génération aussi soit francophone. Et pour cela, nous avons la permission de l'État et nous avons accès à faire des rencontres, des activités non formelles avec les méthodes non formelles dans les écoles. Qu'est-ce que c'est des méthodes non formelles ? C'est l'éducation non formelle. C'est quoi ça, l'éducation non formelle ? L'éducation non formelle, je finis avec la francophonie et je continue. Donc, nous réalisons des rencontres dans les écoles, plus de 16 écoles, à Gyumri et à Erevan. Nous réalisons des rencontres et après les cours, nous faisons des activités avec et grâce aux services volontaires humanitaires. Eux, ce sont ceux qui sont porteurs de la langue française et ils viennent dans les écoles d'Arménie et font des activités. Et ça, c'est quelque chose, un pas pour... Donc, ce sont des bénévoles Ce sont des bénévoles qui sont de France. Oui. Et ils font des activités, ils travaillent avec nos collaborateurs, ils travaillent dans les écoles, et ça avec la permission d'État. Et donc, Astrid, est-ce que c'est par la francophonie que vous êtes arrivée à la Fondation CASA ou c'est par cette éducation non formelle, humanitaire, qu'on se retrouve lié à la francophonie ? En fait, oui, c'est la langue française qui m'a amenée
dans la fondation. Parce qu'au départ, vous, oui, quelques mots sur vos parcours individuels, c'est intéressant pour terminer. Oui. Vous êtes arménienne, vous êtes née Je suis ici arménienne, Oui. j'ai jamais vécu en France. Oui. J'ai juste des études de français. J'ai fait des études à l'Institut pédagogique. Et l'amour envers le français m'a amenée dans une association, dans une fondation qui est française et qui est fondée par des Français, parce que CASA est fondée par ceux qui sont de partis francophones de Suisse. Et donc, mon français, j'étais un simple participant des projets de CASA. Et là, à l'aide de français, j'ai trouvé un travail et j'ai devenu une collaboratrice de la Fondation CASA. Vous étiez en quelque sorte professeur de français, Oui, c'est ça? Oui, c'est ça ma profession. C'est votre métier, votre métier de départ. Et alors, vous, Talar, quel est votre parcours individuel justement? Donc, je suis d'origine syrienne. Je suis née à Alep, vécu à Damas, et puis à l'âge de 8 ans, on est parti à Montréal avec toute notre famille. Et après plusieurs années là-bas, en faisant ma scolarité à Montréal, je suis retournée au Moyen-Orient. Peut-être que c'était le froid au Canada, je ne sais pas, mais j'ai pas... j'ai pas continué à vivre à Montréal. Mais alors, vous n'avez pas pris l'accent du tout de là-bas, là. Moi, je m'attendais à trouver, avec ce que vous me dites, je pensais que vous alliez me parler, je ne sais pas, moi, de car, de choses. Parlez-moi un petit peu comme on parle là-bas au Canada. Bah, si je peux très vite aller vers l'accent francophone québécois, si vous voulez, on peut parler en québécois maintenant, mais bon, je préfère le français classique. J'ai fait mes études universitaires à Beyrouth, dans une université francophone, c'était l'université Saint-Joseph, et puis je suis partie en France, à Paris, pour faire ma première maîtrise, et puis je suis allée aux États-Unis, à Washington DC, pour continuer mes études encore une fois, et puis avec mon travail, j'ai vécu dans plusieurs pays, parmi eux l'Union arabe, les Émirats arabes unis, puis la Géorgie, puis un peu l'Europe de l'Est, et puis je suis arrivée en Arménie avant 6 ans et demi. Je suis mariée, j'ai un petit-fils et je vis ici à Yerevan maintenant. On peut d'une certaine manière vous considérer comme une sorte de diplomate interne de l'organisation arménienne. Voilà, parce que vous circulez d'UGAB en UGAB et vous allez passer de la Géorgie du Caire, aujourd'hui à la capitale de l'Arménie. Donc c'est une espèce de carrière parallèle qui peut ressembler à une carrière justement de fonctionnaire d'État. Bon, je suis pas... Je ne sais pas si c'est vraiment fonctionnaire d'État, mais vraiment, je me considère comme une citoyenne du monde entier. Je pense que c'est vrai que l'arménité c'est central à mon identité, mais mon identité, c'est vraiment une mosaïque, en fait. C'est comme ça que je vois mon identité, parce que j'ai un peu de beaucoup d'autres peuples et d'autres nations aussi, et des pays où j'ai vécu. Mais en fait, pour aller à l'UGAB, j'ai été vraiment dans des écoles de l'UGAB. J'ai été dans des camps d'été que l'UGAB organise dans plusieurs pays et dans plusieurs villes. Et donc, vraiment, je représente un peu le trajectoire de membres de la diaspora aujourd'hui. Et comme l'UGAB a plusieurs centres dans plusieurs pays, moi aussi, j'ai des amis et des groupes dans plusieurs pays où j'ai vécu et des amis parce que l'UGAB, comme beaucoup d'autres organisations du monde arménien, unit en fait les Arméniens du monde entier. Voilà, mesdames, un parcours que nous avons fait à travers les ONG qui sont en Arménie et avec deux exemples de ces ONG, avec l'UGAB, l'Union générale arménienne de bienfaisance, d'une part, et avec CASA, cette association suisse qui s'occupe de reconstruction de villages, d'écoliers, de projets, je ne sais pas, le mot de la fin, qui a envie de l'avoir? Par exemple, notre jeune ami Astrid. Je voudrais remercier pour l'invitation et je voudrais aussi que tous les Arméniens, c'est comme une notion générale, tous les Arméniens restent en Arménie, construisent leur pays et font tout pour le développement de leur pays. Et ces deux fondations sont un exemple et je voudrais que l'humanitaire ne trouve plus sa fonction
et ça devient quelque chose de développement, de prospérité, et les Arméniennes n'ont plus besoin d'une aide humanitaire avec son premier sens humanitaire. J'ai déjà entendu ce que vous venez de dire, ce que vous venez d'exprimer dans la bouche d'un fondateur d'organisation non gouvernementale qui disait « On aura réussi quand on n'aura plus besoin de nous, quand on n'existera plus ». Voilà. Merci infiniment, mesdames. Merci, madame la directrice, pour votre accueil dans vos locaux de l'UGAB, près de la place de la République à Yerevan. Et puis, évidemment, on va terminer avec des chansons arméniennes. Et comme on est dans la francophonie, on va peut-être s'offrir le luxe d'un Sayat Nova de Charles Aznavour, qui est évidemment célèbre en France, célèbre dans le monde, mais célèbre ici, en Arménie, qui a fait beaucoup aussi pour la cause. Alors, Sayat Nova, qui c'était, Sayat Nova, Sona? Un troubadour du Moyen-Âge, c'est également celui qui a fondé les théories musicales arméniennes sur lesquelles toute la musique traditionnelle se base. Աշխարհումս իմ ընդունիս, բեմուրվատիս, մուրվատ չունիս, ռոշներիտ նաբադունիս, ռանդու շակարին մանիս, ռոշներիտ նաբադունիս, ռանդու շակարին մանիս, Tatabidi tariptase, agregataru almase. Tatabidi tariptase, agregataru almase. Rangat rangi alase, zarhalam karin manis. Rangat perangi alase, sarhalam karin manis. Vunsti manam es charin, achke mesgatu me arin. Vunsti manam es charin. Achke mesgatu me arin, Sayat Nova.
Merci à toutes. Merci. Human, un podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.